Office de président de la commission Finances, Commerce, en l'absence du sénateur Kassi, qui est bien présent en Haïti, mais qui a justement, je veux dire, dans le cadre des mercredis de contrôle parlementaire, nous avons avec nous une délégation du ministère du Commerce, présidée par le ministre, et également une représentation de l'Association des industries d'Haïti. La présidente de cette association était présente, mais elle a dû partir vers 1h. Et nous avons Madame Nathalie qui est là avec nous et qui va justement représenter la présidente de l'association. Dans le cadre du contrôle parlementaire, nous recevons chaque mercredi justement des membres du gouvernement. Et aujourd'hui, l'Association des industries d'Haïti avait fait une présentation pour certains sénateurs et avait même demandé de faire cette même présentation pour l'Assemblée. L'association n'a pas ses entrées à l'Assemblée et le ministre du Commerce était chargé de les inviter pour qu'elles puissent présenter justement les problèmes, les difficultés concernant l'emploi, surtout au niveau de la sous-traitance. Et nous avons avec nous cette délégation. Et le ministre est là aussi, même si le ministre vient de prendre charge. Je crois que le ministre a une certaine idée maintenant de l'état des lieux et une certaine perspective. Mais aujourd'hui, nous allons nous atteler à regarder premièrement cette présentation de l'Association des industries et poser plusieurs questions, puisqu'il y a beaucoup de difficultés relevant du cadre légal, relevant du problème de l'infrastructure, des infrastructures en Haïti. Et les sénateurs doivent être informés justement pour poser ces problèmes, et non seulement au niveau légal, mais également lors des votes de budget. Mais pour les contrôles parlementaires, la charge revient aux commissions, et c'est le vice-président de la commission Finances, Commerce, qui va soulever certains problèmes et qui va les adresser au ministre avant même la présentation de l'Association des industries. Cette situation exige des actions urgentes de la part des instances concernées pour éviter la répétition des crises sociopolitiques conduisant inévitablement au ralentissement de la croissance. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du bureau, chers invités, vous n'êtes pas sans savoir que le chômage entraîne de graves conséquences pour le citoyen. Au nombre de ces conséquences, on peut mentionner la perte du pouvoir d'achat, ce qui a de graves répercussions sur le niveau de consommation, sur la production nationale, avec comme corollaire le recul de la croissance économique. Toute perte de revenus par un citoyen ou toute absence totale de revenus peut conduire au surendettement. Dans ces conditions, jeunes et vieux peuvent devenir complètement démunis. Mesdames, Messieurs, l'activité professionnelle étant le pilier central de l'identité et du statut social du salarié, il nous faut également considérer la perte du lien social causé par le chômage. Le chômage prolongé provoque un effondrement de la dignité et de la personnalité humaine. Le chômeur est confronté chaque jour à l'angoisse et au vide existentiel. Par ailleurs, la hausse de la délinquance et de la criminalité est à mettre au compte de ce taux élevé de chômage qui frappe notre pays. En effet, la plupart des condamnés pour vol, trafic illicite ou violence de toutes sortes cumulent la précarité et l'exclusion due au chômage. Aux États-Unis, une étude a démontré qu'une hausse de 10% du taux de chômage provoque une hausse de 4% des arrestations, de 6% des incarcérations, de 3,4% des crimes économiques et de 0,8% des crimes violents. Une hausse de 1 million de chômeurs est à l'origine de 14 000 condamnations pénales supplémentaires. Ces chiffres nous permettent donc
de voir le lien entre l'accumulation des taux exorbitants de croissance du chômage chez nous et la criminalité qui continue de battre son plein. Je remercie le Sénat de la République qui m'a invité 2 semaines jour pour jour après ma prise de fonction en qualité de ministre du Commerce et de l'Industrie afin d'apporter des éclaircissements nécessaires sur les points concernant la balance commerciale, la sous-traitance, la politique de l'emploi et le projet HOPE. Le département ministériel que j'ai l'honneur, que j'ai la charge d'animer, les structures a pour mission de formuler et d'appliquer la politique du gouvernement en matière commerciale et industrielle. Pour exercer ses activités de promotion commerciale et industrielle, le ministère a la mission d'encadrer des associations telles que l'ADI et de superviser les activités d'organismes publics tels que la SONAPI, entre autres. Un état des lieux du MCI, du ministère du Commerce et de l'Industrie, est en cours d'élaboration sur les différents points qui préoccupent le Sénat de la République. Je reste et demeure à la disposition des honorables sénateurs pour les clarifications y relatives. Les données, les exportations représentent la balance commerciale d'Haïti en 2015 et 2016. Les exportations se sont élevées à 1,7 milliard de dollars en 2015 et 1,6 milliard de dollars en 2016. Et tandis que les importations se sont chiffrées à 4,5 milliards de dollars en 2015 et 4,2 milliards en 2016. Alors, il en résulte un déficit commercial estimé en 2015 à 2,7 milliards de dollars et en 2016 à 2,6 milliards de dollars. La valeur ajoutée des industries d'assemblage textile représente environ 80% des exportations totales haïtiennes en 2015 et 2016. Et pour les importations, les catégories d'importation les plus importantes ont été les produits alimentaires qui représentent 26,5% des importations totales en 2015 et 22% des importations totales en 2016. Et en deuxième lieu, on trouve les combustibles minéraux, et vous comprenez tout de suite qu'il s'agit de produits pétroliers. Et les combustibles minéraux représentant 18% des importations totales en 2015 et en 2016. En troisième lieu, on trouve les articles manufacturés, et environ 16% en 2015 et 2016. On a beaucoup travaillé pendant les 10 dernières années, 10 ou 12, pour promouvoir ce secteur. Mais ça n'a pas été aussi rapidement qu'on avait prévu. Mais je peux dire que maintenant, finalement, je sens qu'on a un momentum dans ce secteur. Et j'ai quelques photos pour montrer l'expansion actuelle et les constructions au niveau de building dans le nord et nos prévisions pour l'augmentation au point de vue emploi d'ici la fin de 2018. Au niveau de l'ADI, on se concentre sur 2 axes, c'est la production nationale et le secteur textile. Mais aujourd'hui, le président du Sénat m'avait demandé de surtout me concentrer sur le secteur textile. Et nous avons fait une autre présentation pour présenter les projets de 8 nouvelles zones franches à travers le pays. Maintenant, je vais parler avant du Nord. Au niveau de Caracol, maintenant, le parc de Caracol a présentement 10 000 emplois à peu près. Et ils ont une nouvelle entreprise qui va commencer ses opérations bientôt. Ils sont déjà là et ils sont supposés aller d'ici la fin de cette année à peu près 15 000 emplois. Ce sont les projections. Au niveau de la Côte des Villes, l'année dernière, on a construit à peu près 260 000 pieds carrés de buildings comme des nouvelles constructions. Et là, cette année, on va construire à peu près 300 000 pieds carrés de construction.
Mais pendant des temps, vraiment pendant des années, au niveau de la CODEVI, on était à environ 7500 emplois et c'est resté comme ça pendant des années vraiment. Alors, bon, ça, il y a plusieurs facteurs aussi qui contribuent à bon, je peux dire que là maintenant, il y a le facteur mondial parce que la Chine devient de plus en plus chère aussi. Et il y a plusieurs autres facteurs qui contribuent au fait que maintenant les gens vraiment commencent plutôt à regarder Haïti pour venir investir dans ce secteur. Au chapitre 3 du projet, honorable parlementaire, chers collègues, l'autonomie financière de l'UCREF qui est consacrée en conformité des dispositions du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale. À Majoria, les crédits budgétaires de la cellule de renseignement financier sont imputés sur le budget du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ministère de tutelle. Les autres ressources budgétaires proviennent du Fonds de lutte contre le crime organisé, les subventions et les dons en espèces ou en nature. En substance, les mesures proposées au terme de ce projet de loi prétendent, chacune et dans l'ensemble, à doter l'UCREF de l'autonomie administrative et financière qui lui revient de droit. Toute proportion gardée, il s'agit de garantir l'efficacité de l'institution dans le cadre de la lutte, le fait étant que l'UCREF demeure l'un des principaux rouages de cette chaîne. Chers collègues, honorables parlementaires, membres du bureau, l'UCREF est confronté à de multiples défis, dont le plus important est l'intégration du financement du terrorisme dans sa mission. Il est dès lors essentiel pour nous de lever tous les obstacles juridiques qui peuvent entraver la bonne marche de cette institution et de veiller à la mise en place d'un cadre légal en harmonie avec les dispositions législatives existantes, tout en favorisant une étroite collaboration de tous les acteurs. Mais il n'est pas encore ministre. Donc, Madame est de la Banque centrale. Comme ici au Parlement, il m'a semblé comprendre que les questions d'ordre constitutionnel, les points de droit n'ont aucune importance. Si c'est ça, mais écoutez, on peut continuer. C'est comme nous sommes dans un régime d'assemblée, généralement c'est la majorité qui décide, mais quand même pour le respect de notre assemblée, je tenais à signaler ça au bureau. Il n'y a pas de besoin de régler la même, c'est du pouvoir. Donc nous voulons bien avancer dans la discussion. Ok? Et quand le collègue Dadieu m'en a parlé d'ailleurs, je pensais que le ministre était quelqu'un. Donc, s'il empêchait, nous comprenons que des cas écrits du roi peuvent empêcher. Écoutez, embarquer dans une séance où on a discuté de contexte de loi qui est tout important, ça, très certainement, déjà qu'à mieux appréhender le texte là que le ministre. Mais quand même, Constitution dit, c'est ministre, Premier ministre, secrétaire d'État qui est entré au Parlement. Donc, si mon autre est plus important pour une justice, non, il fasse le choix entre le Parlement et le plus important pour lui. Merci. Sur demande du député des collines et appuyé sur l'article 161 de la Constitution et en conférence des présidents, l'Assemblée, les présidents de commission et de bloc avaient demandé au bureau d'inviter le ministre de la Justice et les cadres de la Banque centrale à venir au Parlement pour défendre ou soutenir le projet de loi. Étant donné que le ministre n'est pas disponible, le bureau se trouve dans l'obligation d'assurer cette séance
et de retirer ce projet de loi en débat jusqu'à ce que le ministre soit disponible. Merci. En séance à journée et règlement intérieur par l'Assemblée pour voir le bureau pour que nous reprenions séance pour nous reprendre le débat à la plus prochaine séance. Alors, le député Colin Abel fait un point de droit sur les appuyés sur l'article 161 de la Constitution qui dit que c'est le ministre avec le Premier ministre qui rentré au Parlement. Et c'est le directeur général là qui est venu et a exigé la présence du ministre. Mais le ministre n'est pas disponible. Et comme nous pensons que pour le gouvernement, pour le pays, c'est un projet qui est assez urgent. D'ailleurs, on connaît la menace qui est sur le pays. L'Assemblée des députés a décidé pour aujourd'hui faire débat sur la loi. Et s'il faut voter, pour voter. Mais malheureusement, le ministre n'est pas disponible. Et nous avons le ministre disponible, nous avons remis la loi sans débat. Est-ce que le ministre a raison d'absence? Il n'a pas raison d'absence parce que le directeur général a dit que le ministre n'est pas disponible et le pape arriver dans le Parlement maintenant. Bon, pour moi-même, ce n'est pas une urgence peut-être de côté par eux, mais nous-mêmes, nous disposons et la commission est prête pour venir retourner avec ce rapport-là et puis pour continuer le débat une fois que le ministre est prêt. La proclamation et les vœux de la Constitution de 1987, les analyses alternées sur les difficultés des dirigeants, des dirigés ou des sportifs ont engendré logiquement la nécessité pour l'État de poser des actions législatives adaptées permettant de diagnostiquer, de redresser et de renforcer les institutions en vue de la matérialisation de cette vision d'une nation sportive où les frontières sociales et économiques entre les membres, où les secteurs concernés sont quasiment faibles. C'est dans cet ordre d'idées que la proposition de loi portant la création réelle d'un Fonds national pour le développement du sport s'avère nécessaire. Il a pour vocation de donner de nouveaux moyens au secteur associatif sportif haïtien et de générer des valeurs économiques et sociales durables dans la communauté. Les activités sportives apportent beaucoup de devises, créent des emplois, augmentent l'assiette fiscale et sont surtout source de richesse pour les joueurs, ainsi que leur pays d'origine. Le sport permet à toute couche sociale de s'épanouir et de connaître un réel développement physique et moral. Pour nous autres en Haïti, il est nécessaire pour l'État de mettre tout en œuvre en vue d'encourager les jeunes à pratiquer une discipline sportive de leur choix. La raison de cet instrument légal qui vise à fournir un cadre économique qui sera bénéfique et indispensable au secteur sportif. Honorables collègues, je compte sur votre célérité au fait de doter le secteur sportif de moyens pour que les jeunes puissent représenter dignement et fièrement notre chère patrie. Merci. Je vous demande, Président, de prendre acte du dépôt de cette proposition de loi portant création du mouvement du Fonds national pour le développement du sport, FNDS. Merci. Le bureau prend acte du dépôt de la proposition de loi sur le Fonds national du sport. Maintenant, j'invite le collègue Azaz à se présenter à la tribune pour exposer les motifs de la loi sur l'abolition et l'interdiction du phénomène esclavage en Haïti. Dans la législation nationale,
particulièrement dans la Constitution haïtienne, de nombreux principes se rapportant à la protection de l'être humain sont incorporés dans les lois nationales. Citons à titre d'exemple l'article 19 de la Constitution de 1987 stipulant que l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourtant, il existe en Haïti depuis plusieurs décennies un phénomène lié à l'esclavage appelé dans le langage courant le phénomène d'esclavage. Les personnes, le plus souvent des enfants, sont placées en servitude, subissant des exploitations à outrance. Cette situation engendre de graves conséquences sur l'avenir de ces personnes qui le plus souvent deviennent des gens anormaux, dépourvus de bon sens, de caractère ou de personnalité. Cette situation est inacceptable, illégale, injuste et inhumaine car elle viole des principes fondamentaux relatifs aux droits de la personne humaine. Monsieur le Président, honorables députés, il n'est pas possible de rester sans se prononcer sur la situation des enfants considérés comme des esclaves, car nous devons travailler pour changer le train de vie de notre société. Le moment est venu pour nous de montrer que nous avons la détermination de construire une société juste, équitable, où le droit de la personne est respecté. Il est temps pour nous de faire valoir encore une fois que nous avons la ferme conviction de divorcer avec cette pratique de rester. Monsieur le Président, je vous demanderai de prendre acte du dépôt de cette proposition de loi. Merci. Merci collègues. Le bureau vous donne acte du dépôt de cette proposition de loi qui sera transmise à la commission. Pour le secrétaire prochain point, est-ce qu'il y a le bureau?